Africa, le groupe Toto. Pourquoi Africa? Parce que il est l'heure d'en parler dans notre magazine Écosphère du jeudi. Et en ce jeudi, je suis ravi d'avoir la présence à mes côtés de Monsieur Riyad Aziz, qui est le président de la Chambre syndicale nationale des conseillers en export. Bonsoir, Riyad. Bonsoir, Simon. Très heureux d'être sur RTCI. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et avant de parler du conseiller en export, de l'Afrique, de l'internationalisation et d'autres sujets, je vais vous faire une petite présentation. Vous allez dire ce que vous en pensez. Je vais vous présenter quelques chiffres. L'Afrique, qui attire de plus en plus l'attention des investisseurs et des entrepreneurs, puisque le continent connaît une transformation profonde aux implications économiques majeures. En effet, en 2025, la population africaine dépasse le 1,540 milliard d'habitants, avec une croissance annuelle de 2,3% et une médiane d'âge de 19,3 ans. Le PIB réel moyen du continent est estimé à 3,8% en 2024 et pourrait atteindre plus 4,1% en 2025. La Tunisie brille avec des entreprises innovantes. La start-up Instadi, par exemple, a été classée parmi les 100 entreprises B2B les plus prometteuses au monde, dont un potentiel d'exportation tunisien à haute valeur ajoutée. Et d'après la BAD Riyad, 11 pays africains figurent parmi les 20 économies mondiales à la croissance la plus rapide en 2024. Le Niger, avec plus de 11,2%, le Sénégal, plus 8,2%, la Libye, plus 7,9%, le Rwanda, plus 7,2%, la Côte d'Ivoire, avec plus 6,8%, l'Éthiopie, avec plus de 6,7%, le Bénin, Djibouti, Tanzanie, Togo et autres, avec un taux de croissance estimé à plus de 6%. Mais d'autre part, l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de conflits armés dans le monde. Alors, dans le monde, il y a eu 61 conflits armés en 2024, dont 28 conflits se sont passés en Afrique. Et alors, Riyad, ma première question, peut-être, où sommes-nous de tout cela? Simon, évidemment, j'adhère à votre présentation. J'ai juste une petite remarque par rapport aux chiffres fournis en termes de taux de croissance. Oui. Le taux de croissance est très important, c'est un excellent indicatif. Mais le taux de croissance cesse d'être suffisamment parlant quand on part d'économies relativement à taille modeste. Donc, quand vous partez d'un PIB relativement modeste, réalisé du 10%, ce n'est pas très significatif. Vraiment, oui. Je vais vous donner un exemple très rapidement. La Tunisie, avec nos 47 milliards de dollars à peu près annuels, de PIB annuel, nous faisons le Niger, le Burkina et le Mali réunis. Vos chiffres, évidemment, sont puisés à la meilleure des sources, mais les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Toujours relativiser. Ce qui est certain. Oui. Ce qui est certain. C'est que notre Afrique, notre continent, c'est 55 pays. Et sur les 55, hein? Oui, oui. J'avais dans l'idée que c'était 54. Non, en fait, bon, on va pas. Je crois que ce n'est pas le sujet. En fait, non, le 55e pays, c'est la République arabe sahraoui. Voilà. Selon qu'on se trouve sympathisant ou pas de telle cause, on dit 54 voilà. Ou 55. 54 ou Moi, 55. je préfère dire 55 parce que je m'en tiens au chiffre officiel de l'Union africaine, oui, qui est l'organisme qui nous réunit tous. Oui, voilà. Oui. Et l'Union africaine, donc, annonce bien 55 pays. D'accord. Où se trouve la Tunisie par rapport à tout ça? La Tunisie a eu son indépendance en 1956. Nous avons eu quelques années d'avance par rapport surtout aux autres pays subsahariens qui pour la plupart, non, il y a 14 pays qui ont eu leur indépendance en 1960. C'est pas compliqué. C'est ça. Mais je pense que ce phénomène d'émancipation sur le plan politique et sur le plan économique a fonctionné plus vite
au nord de l'Afrique qu'en Afrique subsaharienne, où les anciennes puissances dominantes ont continué à exercer leur influence durant de très nombreuses années. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie est forte de sa position méditerranéenne. Elle a, bon an, mal an, 2/3 de ces échanges qui se font avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne est aujourd'hui dans une situation économique... Pas en très bonne situation. Disons qu'elle se cherche de plus en plus, et que le taux de croissance, de toute façon, a tendance de baisser que le contraire. Oui, beaucoup plus, oui. Et qu'aujourd'hui, de toute façon, si on tient compte de toutes les données géopolitiques, la Tunisie a intérêt à se diversifier sur tous les plans. Et la meilleure des diversifications pour nous, c'est de nous orienter vers cette Afrique subsaharienne qui est notre espace naturel. Nous sommes africains, nous le sommes naturellement. Nous n'avons pas à choisir puisque nous avons même donné la dénomination de ce continent. Oui, absolument. Mais en dehors de ça, nous sommes naturellement subsahariens. Nous sommes naturellement africains. Et avec nos frères subsahariens, nous partageons non seulement l'espace géographique, mais nous partageons aussi de grands pans de l'histoire. Et la Tunisie est présente, en tout cas, en Afrique subsaharienne depuis très longtemps. Je n'en veux que pour preuve le fameux périple effectué par Annan, le suffète Annan, sur les comptoirs de l'Afrique de l'Ouest en moins 500 avant Jésus-Christ. En moins 500 avant Jésus-Christ, Carthage, je dis Carthage ou la Tunisie, pour moi c'est du pareil au même. Et sur le plan du marketing, il vaut mieux d'ailleurs dire Carthage il y a une centaine de Carthages dans le monde. Hein. Oui. Mais tous les Carthages du monde se réfèrent à notre Carthage. À notre Carthage, et notre Carthage, 5 siècles avant Jésus-Christ, avait ses comptoirs au sud de l'actuelle Espagne, et elle rayonnait depuis le sud de l'actuelle Espagne sur les actuelles îles britanniques. Et en moins 500, Carthage a lancé ses fameux comptoirs pratiquement tout le long de l'océan Atlantique. Jusqu'à sa défaite. 146 avant Jésus-Christ. 146 avant Jésus-Christ, ça, mon ami Abdelaziz Belkhoja n'est pas là, mais je devrais me référer à certains amis pour parler défaite, pas défaite, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça fait partie des pages de l'histoire, peut-être à réécrire. Et d'ailleurs, pour en parler, aujourd'hui même dans la presse, il y a un entretien avec Abdelaziz Belkhoja sur Zama. Et sur pas mal d'incohérences par rapport à nos amis italiens. Il a corrigé un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il y a énormément d'imprécisions. La date de la fondation de Carthage n'est pas des moindres. Certains parlent de 814, d'autres renvoient la création de Carthage à 11, 12, 13 siècles avant Jésus. Tout cela est très compliqué, mais ça nous éloigne tout cela. Un peu du sujet. Simon du chapitre économique et de l'export. Ce qui est certain, c'est que qu'en tant que Tunisiens, nous sommes dans notre sphère naturelle, dans notre espace naturel. Nous n'adhérons pas à l'Afrique, nous sommes pas au cœur, parce que nous sommes tout à fait au nord, mais nous faisons partie intégrante de notre continent, et plus que jamais, nous proclamons notre africanité à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Cela ne correspond pas du tout à un choix pour nous. Notre africanité, elle est génétique. Nous l'attirons de notre ADN, et nous n'avons pas besoin de nous proclamer africains. Nous le sommes à part entière. Oui, très bien. Alors, Céliade, je vous ai présenté comme étant le président de la Chambre syndicale nationale des conseillers en export. D'abord, en quoi consiste le métier de conseiller en export ou en exportation? Le conseiller en exportation, c'est l'expert auquel l'opérateur économique doit s'adresser s'il s'intéresse à l'international. Cela correspond à un corps de consultants agréés par le ministère du Commerce, moyennant l'accomplissement d'une série de formalités administratives. L'expert en export
doit être obligatoirement universitaire, appartenant Donc il doit à avoir un des métier. diplômes universitaires. Ah oui, il doit être absolument universitaire, et universitaire ayant un diplôme en rapport avec l'économie et le commerce international obligatoirement. Ensuite, l'expert, pour être agréé, il doit se prévaloir d'un certain nombre d'années, au moins 5 ans d'expérience, en tout cas, passé dans le domaine du commerce international. Et il doit montrer patte blanche en ayant l'obligation de présenter un bulletin numéro 3 vierge. Ce sont les principales conditions pour exercer ce métier. Pour exercer ce métier. Et nous sommes aujourd'hui, en tant que conseiller à l'export, 47 exactement, 47 agréés par le ministère du Commerce. C'est pas un petit nombre, Célia, non? Écoutez, 47 est un nombre raisonnable. Les 47 remplissent évidemment tous les critères fixés par le ministère du Commerce. Pour l'instant, nous faisons évidemment, s'il y a des vocations auprès d'autres consultants, ils sont les bienvenus. Notre métier n'est pas du tout un métier fermé, mais il faut accomplir cette formalité de demande d'agrément. Plus on est des fous, plus on s'amuse. Nous souhaiterions être plus nombreux. Nous étions à un certain moment à 300. Mais quand il a été question d'organiser la profession, ça s'est rétréci comme une peau de chagrin. Et je n'y peux rien. Pour l'instant, nous sommes 47. Heureux d'être ensemble, nous travaillons dans une excellente ambiance et nous sommes au service des opérateurs tunisiens et de la patrie. Surtout. Et alors, si le conseiller en exportation accompagne les opérations d'exportation, mais également les opérations d'investissement à l'étranger, oui. Quel volet privilégiez-vous à l'international? C'est-à-dire, quelle est la stratégie, disons, la plus payante? Alors, c'est l'export ou bien l'implantation à l'étranger? Écoutez, d'abord cela dépend si on raisonne sur le plan macro ou sur le plan micro. On a évoqué Carthage tout à l'heure. Carthage a exporté vers le nord de la Méditerranée pendant des années son surplus de production agricole. Des céréales. Des céréales, essentiellement des céréales et de l'huile d'olive à l'époque. Et puis, Carthage est monté en puissance et Carthage a choisi de s'attaquer à d'autres créneaux et là, opter pour cette stratégie d'implantation de comptoirs. Sur le plan macro, on est toujours au même stade, en fonction des produits. Il y a des produits qu'on est exportants, il y a d'autres produits où il est beaucoup plus intéressant de s'installer sur place. Ah. Mais dans le commerce international et de toute façon dans le métier que nous couvrons, il y a l'export, il y a l'implantation à l'étranger, mais nous sommes tout à fait habilités pour accompagner aussi les importateurs, parce que parfois on gagne plus d'argent en important mieux certains produits, certains biens. Pour certains produits, en important mieux que d'exporter. De la même manière, le conseiller à l'export est au service de la communauté nationale pour faciliter aussi l'arrivée des investisseurs étrangers vers la Tunisie. Il y a certains pays, par exemple en Afrique subsaharienne, je pense au Nigeria en particulier, où les banques sont très puissantes, où il y a de gros moyens. Nous gagnerions à affiner notre stratégie, notre approche par rapport à certains pays, pour aussi capter des investisseurs vers la Tunisie. Je dirais que le conseil à l'export, sa mission, c'est d'accompagner en général toutes les opérations de commerce international et d'investissement dans les deux sens. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement limité à l'aspect extérieur, mais également à tout ce qui est importation. Absolument. En fait, c'est un conseiller à l'international. Voilà, c'est ça. Mais international, c'est-à-dire échange dans les deux côtés. Tout à fait, dans les deux sens. Dans les deux sens, voilà. Est-ce que le conseiller en exportation agit de manière indépendante ou bien est-ce qu'il relève d'une autorité publique? Ah, mais la question est extrêmement importante. Le conseiller à l'export est un consultant patenté. Donc il agit en tant qu'indépendant. Mais notre mission, c'est un métier indépendant. Donc au même titre qu'un avocat ou qu'un médecin, nous sommes des indépendants. Mais
La mission du conseiller à l'export est une mission particulière parce que nous rentrons en contact habituellement en contact avec les autorités d'autres pays, ce qui requiert évidemment un minimum d'organisation, un minimum de rapprochement de position, un minimum de concertation avec nos autorités. Et d'ailleurs, en général, quand nous opérons en étroite collaboration, essentiellement d'abord avec le ministère du Commerce, qui est pratiquement notre ministère de tutelle, le Centre de la promotion des exportations, le CEPEX, qui est un petit peu notre maison à tous. D'ailleurs, on parle de la maison de l'export. C'est la maison, oui. C'est la maison de l'export. C'est un joli terme, d'ailleurs, parce que il y a un côté convivial, un côté ouverture. Et c'est la réalité. Et proximité. Et c'est la réalité, parce que réellement, les conseillers à l'export, à la maison de l'export, ils font partie, pas du décor, ils font partie intégrante de l'édifice, de l'équation de l'export. Et au CEPEX, nous sommes chez nous et nous sommes reçus en tant que tels. Et nous entretenons les meilleures relations du monde avec nos amis, nos confrères du Centre de la promotion des exportations. Et puis, il y a un troisième intervenant, et pas des moindres, qui est le MAE, le ministère des Affaires étrangères. Oui. Avec le ministère des Affaires étrangères, évidemment, nous écoutons le ministère des Affaires étrangères, nous inspirons de sa politique. Aussi, hein, oui, nous transmettons nos positions, nous échangeons. Je vais vous donner un exemple. Dans quelques jours, nous serons 28 entreprises tunisiennes qui sont mobilisées par le programme CAWEF et par l'UTICA pour aller sur le Sénéfood et le Sénépac, salon à la fois du salon de l'agro-industrie et de l'emballage. L'arrivée des 28 entreprises est suivie de très près par Serchet Saïdeni, qui est notre ambassadeur sur place. Vous serez surpris, je vais vous dire, on a embarqué les échantillons vers les vols de Tunisair il y a 1 heure. L'ambassadeur de Tunisie suit le colis des échantillons d'huile d'olive qui arrivent heure par heure. Le représentant du CIPEX, c'est Ahmed Athaïf, qui est là-bas. Et on travaille pratiquement en ligne ouverte conseil export et CEPEX, parce que la situation peut changer et parfois la situation requiert ou son avis ou le nôtre. Donc nous travaillons, c'est plus que du public-privé, nous faisons pratiquement... En symbiose. Nous travaillons en totale symbiose avec le CEPEX. Ce n'est pas par hasard que notre représentation diplomatique sur Dakar reçoit pratiquement une mission économique tous les mois. Nous-mêmes, en tant que Chambre des conseillers, en 2 mois, c'est notre 3e mission que nous effectuons sur le Sénégal. Et je vous dis très honnêtement, nous avons sur plus d'une ambassade africaine et les ambassadeurs que nous souhaitons. Ça veut dire, nous les voulons comme ça, ce sont des ingénieurs commerciaux. Évidemment, il y a le chapitre politique, il y a le chapitre consulaire, mais le chapitre économique pour un ambassadeur qui est affecté en Afrique subsaharienne est extrêmement important, pour ne pas dire vital, et nous travaillons, mais vraiment en très bonne intelligence avec nos ambassadeurs. De la diplomatie économique, c'est ça? Ça entre dans ce cadre-là? Oui, mais nos ambassadeurs sont censés s'investir absolument dans la diplomatie économique, mais quand on parle de diplomatie économique, on parle en général sur le plan macro. Oui. Nous avons dépassé cette diplomatie économique puisque nos équipes adhèrent. Quand vous avez un ambassadeur qui suit le colis de l'huile d'olive qui arrive de Tunis et qui va arriver sur Dakar et qui demande à quelle heure arrive l'avion, moi je vais vous raconter une anecdote. L'ambassadeur téléphone pour savoir quand nous arrivons sur place. Et très souvent, il est sur place pour accueillir les délégations tunisiennes avec l'attaché commercial. Ça veut dire que nous avons dépassé le cadre de la diplomatie économique. Je dirais que c'est réellement je n'ose pas dire le terme, mais c'est pratiquement du militantisme
au quotidien, ça veut dire que ce ne sont pas des fonctionnaires, attention, hein, ce ne sont pas des gens qui travaillent 8 heures par jour, ce sont des équipes qui sont mobilisées et qui s'investissent pour vraiment faciliter l'arrivée. Dans ce qu'ils font. Voilà. Donc, très honnêtement, en tant que conseiller à l'export, nous pouvons nous féliciter pour les excellentes relations que nous entretenons à la fois avec notre ministère du Commerce, le CEPEX et le MAE. Donc, il n'y a rien à dire, honnêtement. Ah bah c'est parfait. Oui. Mais là, ma question suivante est comment choisir les services ou les biens à exporter et surtout la destination. Écoutez, j'ai parlé tout à l'heure d'une dizaine de pays africains qui ont la croissance la plus élevée. Est-ce que ça joue quels sont vraiment les paramètres ou les critères qui font que vous choisissez telle ou telle destination? Là, nous rentrons dans le cœur du sujet. Quand vous rentrez sur un site, d'hébergement, on vous dit tout de suite, il y a des filtres. Et en fonction des filtres, vous allez voir que le nombre de choix que vous allez avoir va se réduire. Se rétrécir comme va se rétrécir. Voilà. Eh bien, pour les destinations africaines sur lesquelles nous travaillons, c'est exactement la même chose. Il y a une série de filtres. Il y a le filtre linguistique qui est extrêmement important. Il est plus facile de travailler sur un pays francophone que de travailler sur certains pays lusophones. Si vous êtes en Angola et que vous ne maîtrisez pas le portugais, et vous risquez de souffrir. Donc la langue est un critère important. Il y a le critère, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que les destinations où nous avons un vol tunisaire, et il y a 8 destinations subsahariennes que nous couvrons. Ça nous facilite énormément le travail parce que ça nous permet d'avoir des vols directs. La même destination sur laquelle vous partez, vous faites un Tunis-Niamey, vous le faites à peine en 3h30 si vous y allez avec Tunisair. Si vous y allez avec une autre compagnie que je ne vais pas nommer, vous êtes à du 8h et parfois vous êtes sur du 17h. Ah bon? Donc quand vous êtes consultant, il vaut mieux aller avec à coup sûr sur Niamey parce qu'il y a un vol Tunisair que de passer par Istanbul et ça va vous prendre 17 heures. Et il y a des critères, comme vous l'avez dit aussi, de santé économique. Il y a des critères de stabilité politique, il y a des critères de sécurité, mais ce ne sont pas les critères qui manquent quand on réfléchit à l'échelle macro. Et puis, quand vous voulez aller sur place, vous avez des conseillers qui sont davantage spécialisés sur certaines destinations que d'autres. Nous avons des conseillers qui sont sur Dakar, sur Niamey, sur Abidjan, sur Accra, et ce sont les consultants qui sont les plus à même pour vous dire tel produit tunisien, ça marche, produit tunisien a toute sa place sur ce marché, ou tel service tunisien a toute sa place sur le marché. Parce quand on parle export, on pense souvent à l'exportation des produits. Et on oublie que nous sommes un grand pays exportateur de services et que nous avons de grands bureaux d'études tunisiens extrêmement actifs sur l'Afrique subsaharienne. Et la présence d'ailleurs de ces bureaux depuis de nombreuses années sur le continent nous facilite notre arrivée parce que les gens qui ont appris à travailler avec tel ou tel bureau tunisien et à apprécier la compétence des experts tunisiens facilitent notre arrivée. Sans compter aussi l'histoire, le poids de l'histoire. La Tunisie a accompagné les pays qui ont obtenu leur indépendance en 1960 pour déposer leur dossier d'adhésion auprès des Nations Unies. Il y avait le périple de feu Bourguiba aussi, je crois qu'il a joué aussi. Bourguiba en novembre-décembre 65 a visité 8 pays et on parle de des caravanes qui ont été faites par tel ou tel chef d'État maghrébin. Mais on oublie que Bourguiba a été le premier à le faire en octobre, en novembre 65. Et décembre. Je vais vous donner un exemple. En décembre 65, il a débarqué, je pense qu'il a passé 3 jours au Niger, où il a été superbement accueilli. Bien accueilli. Mais Bourguiba, en arrivant, il a inauguré 3 structures. Il a inauguré une banque qui est la banque mère de l'actuelle Sony Bank, où notre STB continue à être gros actionnaire à ce jour. Ça a été introduit en 65. Bourguiba a aussi inauguré une grande usine de mécanique en 65. Et Bourguiba a créé une société de commerce international
tuniso-nigérienne en 65 pour favoriser l'arrivée des produits tunisiens en décembre 65. À travers l'action d'Hannibal, d'Anon en moins 500, mais j'ai cité Hannibal. Il y a une autre anecdote concernant les fameux 42 éléphants qui ont été encerclés Rome, ne venaient pas de Tunisie. Les éléphants, Hannibal avait été les chercher dans l'actuelle Kisangani, qui est une province du nord de l'actuelle République démocratique du Congo. C'est aussi un exemple, une preuve si besoin est cette africanité, de cette appartenance à notre continent. Donc, à travers Anan, Hannibal, Bourguiba, et ça a continué, et à ce jour, comme je vous le disais, notre diplomatie est extrêmement active sur le continent. Nous avons beaucoup de leçons à tirer, et nous savons en gros ce qu'il faut faire, et nous savons surtout ce qu'il ne faut pas faire. La marge de progression est énorme. Mais nous devons de rectifier à chaque fois notre stratégie d'approche. Et je vais vous donner très rapidement un exemple. Généralement, en Tunisie aujourd'hui, nous raisonnons export. Or, il est grand temps de ne plus penser qu'export. Je pense qu'avec le progrès enregistré par nos voisins subsahariens, aujourd'hui, le minimum de respect que nous puissions avoir, c'est de dire nous arrivons pour vous vendre quelque chose, mais en même temps pour leur dire, mais nous sommes là aussi pour importer. Même quand il s'agit de vendre de l'expertise, sachez que dans plus d'un domaine, nous avons beaucoup à apprendre aussi de nos frères subsahariens. Donc il est grand temps aujourd'hui que l'opération, je n'aime pas ce win-win et tout ça, parce que ça fait très mercantile, mais en tout cas sur le plan de l'approche, il est grand temps qu'en tant que Tunisiens, que nous proclamions une bonne fois pour toutes notre adhésion totale à notre continent et aux programmes qui vont avec, comme les AS, les CAF, etc. Mais en même temps, il faut aussi, sur le plan de l'enseignement, de la culture et tout, et que nous apprenions à nos enfants qui font partie intégrante de ce continent. On a plutôt tendance, Elia, de parler d'arabité. Mais écoutez, moi je parle de choses concrètes. L'arabité est quelque chose de très récent, dont on parle depuis quelques dizaines d'années. Notre africanité est avérée depuis 25 siècles. Je préfère parler de choses avérées, lourdes, qui font partie de notre génétique profonde. En tout cas, notre continent aujourd'hui, comment faire de telle sorte que nous décalions un petit peu par rapport à notre stratégie totalement export pour une stratégie intégration africaine qui comprenne à la fois l'export, l'import, l'implantation sur place dans certains pays. Vous ne pouvez pas évoluer si vous n'implantez pas vos usines sur place. C'est impératif. Donc toute la réglementation doit évoluer avec. Et pour d'autres pays, nous avons intérêt à ce que nos frères subsahariens viennent s'implanter en Tunisie dans plus d'un domaine, parce qu'il y a des domaines où ils sont plus avancés que nous. Donc, cette opération d'intégration suppose un travail de préparation psychologique et un engagement réel pour que nous allions plus vite. Et comme je prêche pour ma chapelle, le conseil à l'export est l'un des meilleurs vecteurs aujourd'hui pour réaliser cette mutation qualitative et pour évoluer dans le bon sens, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Ce qui est certain, c'est que sur les 55 pays du continent, je vais parler là, en tant que commerçant, il n'y a rien à jeter. Dans tous ces pays, il y a quelque chose à tirer positivement et à apprendre, mais en même temps, nous devons apprendre à tenir compte des spécificités de chaque pays. Je vais vous donner un exemple. Si nous commerçons avec le Burkina, nous ne devons jamais oublier que le Burkina a le meilleur festival de cinéma sur le continent. Le FESPACO. Donc, voilà, quand on a ce festival-là, pourquoi ne pas organiser un salon, une foire, pour présenter les produits tunisiens en marge, ça a du sens. En marge de ce festival. De la même manière, il y a certains pays, quand vous pensez à la Côte d'Ivoire, vous pensez directement au football.
Donc, il y a des vecteurs extrêmement porteurs et nous devons aujourd'hui, plus que jamais, tenir compte des spécificités de chacun des pays et ne pas s'en tenir à l'économie parce qu'il y a des catalysants dans chaque pays dont nous devons tenir compte et à charge de l'autorité publique d'adapter plus tard l'ensemble de la réglementation et toute une série de facteurs. En conséquence, je vais vous donner un exemple. La Tunisie est une grosse destination aujourd'hui pour nos frères subsahariens, ils viennent se soigner chez nous. Oui. Mes frères nigériens plaisantent en parlant de la Tunisie, sanitaire. En parlant de Tunisair, compagnie que je soutiens à 100%, malgré les difficultés, mais les difficultés sont les nôtres. C'est notre compagnie, c'est la compagnie du contribuable tunisien, et nous avons l'obligation de la soutenir. Donc cette compagnie, au Niger, on en parle affectueusement en disant l'ambulance est arrivée. Pourquoi? Parce que dans chaque vol, vous avez en moyenne 24 patients qui viennent en Tunisie. Imaginez le poids du transfert sanitaire. Mais en échange, si vous recevez des étudiants nigériens, si vous recevez des patients du Niger, comment ne pas penser à ramener de la viande du Niger? Vous ne pouvez pas opposer à nos frères nigériens le fait que la réglementation ne permet pas de ramener ou un truc comme ça. Il faut de la cohérence. Si nous voulons augmenter notre taux d'intégration sur le continent, tout doit suivre. Qui est actuellement de combien, Céliade? En tout cas, je sais que l'intégration à l'échelle du continent est de 15%. La part de l'Afrique dans notre balance est très modeste et je ne veux pas citer le chiffre parce que le chiffre est loin d'être... vraiment de nos aspirations. Non, le chiffre, il vaut mieux le taire le temps qu'il s'améliore. Et pour qu'il s'améliore, c'est notre affaire à tous, c'est notre responsabilité à tous. L'avenir de notre pays, l'avenir des générations futures en dépend. Quand vous savez que sur l'Union européenne, le taux d'intégration est de 2/3 de 60 ou 65%, et que sur notre continent, en fonction des chiffres, on parle de 13 à 15%, vous imaginez bien que le travail à réaliser est encore il est grand. énorme, mais c'est pour ça que... C'est énorme. Je voudrais terminer parce que le temps passe très vite dans votre compagnie. Céliade Aziz, président de la Chambre syndicale nationale des conseillers en exportation. De l'UTICA, s'il vous plaît, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, bien sûr. C'est important quand même parce que je porte quand même le drapeau de l'UTICA. Oui. C'est important. Vous faites bien de le préciser. Oui. Si vous devez recommander quelque chose aux autorités publiques, qu'est-ce que vous leur recommandiez? Honnêtement, moi je vous dirais, il faut que l'approche aujourd'hui, nous avons une agence qui fait un travail énorme, qui est le CEPEX. Cette agence aujourd'hui comprend de très nombreux cadres. Ces cadres devraient se concentrer davantage sur l'intelligence économique, devraient se concentrer davantage sur l'élargissement des services à rendre. Pourquoi pas imaginer demain le CEPEX en tant qu'agence qui travaille non seulement sur l'export, mais aussi sur l'import et les différents volets dans les deux sens de l'investissement. Et autour de cette agence, on pourrait organiser un bon projet public-privé qui tracterait tout le pays vers le continent et vers l'avant. Je pense que c'est certainement l'un des projets les plus forts que nous pourrions mettre en place, évidemment. Et les plus urgents aussi. Les plus urgents aussi. On peut parler aussi du FOPRODEX qui est très utile, qui rend des services extrêmement utiles à l'ensemble des opérateurs. Mais le FOPRODEX, on pourrait aussi le repenser un petit peu, rééquilibrer entre la part qui est destinée vers la subvention du transport, en poussant un petit peu vers l'organisation des événements. Regardez, par exemple, il est vrai qu'à chaque fois que nous organisons quelque chose sur l'Afrique subsaharienne, le CEPEX répond présent et de manière quasi systématique. Mais je pense que dans la construction même de ce fonds, nous pourrions avoir une part plus importante pour le conseil, pour l'organisation des événements, mais je dirais que c'est du détail par rapport à notre volonté politique. Quand je parle volonté politique, ce n'est pas uniquement une volonté publique.
la volonté, quand on parle, celle de volonté politique, c'est notre volonté à tous, oui. Public Oui. et privé. Nous devons chercher les voies et moyens les plus efficaces pour aller vers une meilleure position de notre pays dans son continent. Très bien, en tout cas, Cilia, c'était très intéressant cet échange par rapport à l'Afrique, par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Je vous remercie encore une fois, Cilia Dazaïs. Peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, Simone, je pense à une grande animatrice qui était Faïka. Et je suis dans les murs de RTCI. Oui. Je voudrais finir comme elle en souhaitant, en faisant un petit coucou à ma fille Sarah qui se trouve à Montréal, à mon fils Samy qui se trouve à Madrid. Eh ben, on les salue tous de Tunis. Et puis, encore une fois, merci pour votre présence. Cilia Dazaïs, je rappelle que vous êtes président de la Chambre syndicale nationale des conseillers en export. Et là, on se retrouve, j'espère, prochainement pour d'autres échanges aussi constructifs. Avec grand plaisir, Simondre. Merci, Simondre. Merci, la RTCI. Merci à vous. Allez, Michael Jackson. 120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI.